Djouba, au Soudan du Sud. Bienvenue dans la capitale du plus jeune pays de la planète, devenu indépendant en 2011. Les rues de la capitale sont calmes, mais la tension devient palpable dès que nous sortons une caméra. Regardez, j'ai les accréditations. Problème, le gouvernement est en crise de légitimité, même au sein de sa propre police. Oui, mais moi, je ne reconnais pas l'autorité de cette signature. Et en plus, on ne sait pas ce que tu vas filmer. Et vous avez besoin de savoir? Oui, bien sûr. Et tu dois être accompagné en permanence par un agent. Au bout d'une heure, les policiers nous laissent finalement repartir. Depuis 2 ans, le Soudan du Sud a basculé dans une guerre civile effroyable, faisant déjà plusieurs dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de civils déplacés de force. Présentez vos badges, j'ai besoin de les voir. 12 500 casques bleus sont déployés sur tout le territoire. Les Nations Unies nous autorisent à nous rendre 36 heures, pas plus, dans le nord du pays où les combats se poursuivent. Après un vol de 50 minutes, nous faisons escale, en pleine zone de guerre. Bantiu, c'est là? Oui, Bentiu, passez par ici, dépêchez-vous. Nous sommes escortés jusqu'à un hélicoptère pour Bantiu, l'un des principaux champs de bataille du conflit. Nous survolons le plus grand marécage du monde. 1 heure plus tard, un grand carré blanc de 2 km² se détache. C'est ici que l'ONU a ouvert l'un de ses plus grands camps de réfugiés dans le monde. Bienvenue au paradis. Un paradis plongé dans le chaos, gardé en permanence par les blindés de l'ONU. Des femmes réfugiées ramassent du bois aux abords du camp. Les soldats de l'ONU vérifient que les armes ne rentrent pas. À l'intérieur, nous découvrons une vaste prison à ciel ouvert où s'entassent près de 110 000 civils ayant échappé aux tueurs. Des femmes et des enfants en majorité. Victimes d'une guerre absurde et féroce entre les forces gouvernementales et les rebelles. Viola travaille pour une ONG et organise régulièrement des séances de soutien psychologique à destination de ces veuves. Leurs maris ont tous été tués lors d'attaques dans les villages. Certaines d'entre elles portent les marques de scarification tribale des Nuer, l'ethnie des rebelles. Autant dire, un arrêt de mort à l'extérieur du camp. Nous sommes très vulnérables. Nos maris sont morts, mais nous devons quand même sortir pour aller chercher du bois. À chaque fois, on risque de se faire violer par les soldats et ils le font souvent. Si on résiste au viol, ils nous tuent. Le groupe de soutien permet à ces femmes de reconstruire tant bien que mal une nouvelle vie au sein du camp. La plupart des femmes ont été violées pendant le conflit. Donc on leur propose de venir ici ensemble pour discuter et partager leurs expériences. Ça leur donne du courage et elles se soutiennent les unes les autres. Rien de mieux qu'un chant rituel pour oublier la peur et se donner du courage. Et du courage, Nyaho en a bien besoin. Le mari de Nyaho a été tué au cours d'une attaque surprise de son village, qui a été entièrement détruit. C'est ici ma maison aujourd'hui. Elle est arrivée au camp l'été dernier, avec ses 2 enfants. C'est tout ce qu'il me reste. Ces 2 couvertures. Nyaho a eu de la chance. Poursuivie par les troupes du gouvernement, elle a réussi à rejoindre le camp de l'ONU après 8 jours de marche. On a été attaqué à 4 h du matin et les combats ont duré jusqu'à 17 h. Mon oncle a été capturé et exécuté devant moi. Les soldats tiraient sur tout le monde sans distinguer les femmes et les enfants. Ma cousine a été violée, puis tuée.
et une femme enceinte qui était avec moi a été battue à mort devant mes yeux. Sous la plupart des abris, les histoires personnelles des réfugiés se confondent souvent avec les crimes de guerre. Comme Nyaho, la quasi-totalité des réfugiés échoués dans ce camp appartient à l'ethnie Nuer. Une communauté exposée aux raids meurtriers des milices de l'ethnie Dinka, alliées au gouvernement. La violence à l'extérieur, mais aussi l'urgence sanitaire. Les ONG estiment qu'au Soudan du Sud, 250 000 enfants pourraient mourir de faim à très brève échéance. Au camp, ils arrivent avec de graves carences alimentaires et une autre maladie menace. Là, je pèse le bébé, parce qu'on voudrait savoir s'il a la malaria. Dans la petite maternité voisine, Florence, une sage-femme sud-africaine, reçoit les femmes enceintes. Chaque jour, des bébés naissent dans le camp, et pour l'échographie, Florence doit se débrouiller avec les moyens du bord. Là, je vérifie que l'accouchement n'est pas imminent. Je sens la tête en bas de l'utérus et je fais des palpations pour trouver la position du bébé. C'est bon, le pouls est fort et régulier, c'est parfait. Reste l'accouchement. Le Soudan du Sud détient le record de mortalité maternelle. Cet enfer humanitaire n'est pas près de s'éteindre. Au moment de notre tournage, 2400 nouveaux réfugiés sont arrivés en une seule semaine. Alors, malgré le manque d'eau et de nourriture, la vie s'organise dans le camp. Contre quelques livres sud-soudanaises, cet ancien fonctionnaire du ministère de l'Agriculture rapièce des vêtements. L'échoppe de William est l'une des plus courues. Cet ancien boulanger recharge les téléphones. Pourtant ici, il n'y a aucun réseau. Ah non, on capte rien ici. Les gens ont l'habitude de recharger leur téléphone, pas pour téléphoner, mais pour écouter de la musique. Comme ça, tu peux écouter des chansons. C'est un peu le divertissement ici. En chemin, je rencontre Manacho, un ancien combattant Nuer issu des troupes rebelles. Il vient de Lire, à une centaine de kilomètres au sud, où il se battait contre les forces gouvernementales. Quand le chef des rebelles est venu se réfugier dans la région, les soldats du gouvernement sont également venus. Ils tuaient tous les civils Nuer. Ils les enterraient vivants, ils violaient les femmes, volaient les troupeaux. Donc on ne pouvait pas rester comme ça, et j'ai décidé de prendre les armes. Manacho promet de retourner au combat si le président refuse la paix. À l'écouter, l'armée et les milices Dinka du gouvernement auraient le monopole des atrocités, mais les Nuer ont eux aussi commis le pire. Et ce n'est certainement pas le 6e accord de paix signé en août dernier qui empêchera le plus jeune État du monde de plonger toujours un peu plus dans l'horreur, dans la plus grande indifférence.